Attends, dis voir, t'aurais pas laissé la capsule de CO2 et les billes de la dernière fois, toi, là-dedans? Bah si, pourquoi? Juste comme ça. Ouais, c'est bien ce que je pensais. Il y en a un, il va aller voir le mécaniste, hein. Déstockage Games. Bon David, je viens te revoir parce que j'ai encore un souci sur l'une de mes répliques. J'ai eu un dégazage lors de ma dernière partie. Ça promet, un beau petit Rudis. Je vais voir, qu'est-ce que tu as effectué comme entretien dessus? Rien du tout, elle est quasiment neuve, j'ai vraiment fait quelques parties avec. C'est d'ailleurs pour ça que je trouve ça bizarre qu'elle fonctionne déjà plus. Eh ben c'est peut-être ça le problème, il faut savoir que les répliques, même neuves, ça s'entretient en sortie de boîte. L'entretien, ça fait partie des choses à effectuer, t'as pas négligé, comme le stockage de la réplique, il faut toujours en prendre très soin pour conserver les performances optimales et toujours garder la réplique dans sa meilleure forme. Moi ce que je te propose, c'est qu'on va effectuer un entretien complet de ta réplique et on va essayer en même temps de résoudre ton problème. Pour ce faire, nous, on va avoir besoin, en termes de matériel, d'une tige de débourrage ou d'un kit. Moi, je conseille toujours celui-ci. On va aussi avoir besoin de tournevis de tout format et toute taille, cruciformes, plats, hexagonaux, c'est important. On va aussi avoir besoin de graisse au lithium pour toutes les parties métalliques, parties qui vont être en frottement les unes contre les autres. Et tu peux m'en citer une ou deux qui font partie de ça? Et bien, par exemple, la glissière et la frame, ces deux parties étant en métal sur ta réplique, qui est à 1911, on va avoir besoin de fluidifier le mouvement entre ces deux et ainsi permettre un cycle optimal de ta réplique. On va aussi avoir besoin d'un dégraissant pour nettoyer, d'un spray siliconé pour tout ce qui est joint de valve, joint de piston, c'est important de bien les nourrir. Nous allons aussi avoir besoin d'un spray PTFE, dit aussi spray au téflon, pour la lubrification des blocs détente et blocs marteau, lubrification qu'on ne pourra pas faire au pinceau, puisque ce sont des endroits qui sont assez inaccessibles, tu le verras tout à l'heure quand on démontera. Enfin, pour finir, pour nettoyer le corps, nous allons avoir besoin d'une brosse à dents ou d'un pinceau sec, accompagné là aussi d'un petit chiffon sec. Pour le tout, un entretien complet d'un GBB, on peut partir sur une base d'environ 30 minutes, donc bien prendre son temps, avoir un espace de travail rangé et propre. L'opération s'effectuera donc en deux parties. Premièrement, le chargeur, ensuite on s'occupera de la réplique en elle-même. Dans notre cas, on est parti sur le chargeur. Let's go! Allez, on va regarder ça. Ouais, vraiment très neuf. Hein. Bon, je vois que tu as un joli Rudis. Assez fan de ce design, ils sont vraiment sublimes ces répliques. Tu as un chargeur gaz et un chargeur CO2. Les deux fuient pour le coup. Hein. Les deux fuient. Ouais. Ok, donc on va retirer le chargeur CO2. On va s'occuper de celui-ci en premier. Ok, alors je vois que tu as encore une cartouche de CO2 et des billes. Ah, comme ça, elle est prête pour la prochaine partie? Ok, FS. Eh bien écoute, c'est vraiment les choses à pas faire. Dans un premier temps, les billes dans le chargeur, en fait, tu risques de détendre ton ressort, ce qui va provoquer des misfeeds. C'est quoi des missiles? En fait, les billes ne viendront plus jusqu'au nozzle, le nozzle ne changera plus de billes, tu vas tirer à vide. C'est pas ce que je veux. Non, la cartouche, idem, une cartouche toujours engagée, donc c'est potentiellement une cartouche qui est toujours sous pression. En plus, là tu as des billes, c'est potentiellement une réplique qui est toujours avec une bille chambrée, donc là je vais faire tout de suite un check, et je vois que non. On a de la chance là-dessus, mais ça peut induire des incidents de tir, des billes qui partent sans le vouloir. Tu peux tirer dans la télé de tati ou de mamie et puis te faire disputer après. Ça, c'est pas ce que tu veux. Ou même, pire, te blesser, perdre un œil. Ouais, c'est ce qu'on veut surtout pas. Bon, la cartouche, en fait, toujours insérée, ce qui va se passer, c'est qu'elle va écraser tes joints, ça va rester en pression et là, tu risques des fuites, soit à cet endroit-là ou soit ici aussi. Et ça, c'est absolument pas ce qu'on veut. Donc, ce qu'on va faire dans un premier temps, on va venir retirer les billes et retirer la cartouche. Du coup, c'est peut-être de là que viendrait ma fuite? Potentiellement, oui, je pense que c'est à cause de ça. Donc pour retirer les billes, on peut s'aider d'un petit outil comme une clé Allen ou ce qu'on a à disposition. On va venir retirer donc la cartouche. Bon, je pense que ça sera encore sous pression. On va venir prendre un petit torchon parce qu'une cartouche qui part, ça part à plus de 200 km/h et dans un œil, ça fait des dégâts. Donc on va venir entourer ta cartouche et ton chargeur puisque moi je ne suis pas au courant s'il y a de la pression ou pas et on va venir dévisser tout doucement et effectivement on voit qu'il n'y a pas de pression. Autre petit tip, si tu veux vérifier la pression dans un chargeur CO2, lorsque ta cartouche est insérée et toujours serrée, tu peux venir appuyer sur la valve de percussion si celle-ci reste très dure et tu ne peux pas appuyer. C'est-à-dire que ton chargeur est toujours sous pression et qu'il faut faire très attention lorsque tu vas vouloir dévisser ta cartouche. En tous les cas, même si vous ne sentez plus de pression au niveau de la valve de percussion, prenez toujours des précautions avec ça. C'est enlevé, on va vérifier l'état du joint quand même ici. Bon, on voit qu'il est un petit peu écrasé, bon ça m'a pas l'air d'être trop dramatique, il va reprendre sa forme avec le temps. Moi ce que je vais faire par contre, c'est que je vais insérer une nouvelle cartouche de CO2 afin de pouvoir voir d'où vient ta fuite, si elle vient de ta valve de percussion ou de la valve de perçage. Donc encore une fois ici, on fait hyper attention quand on va venir serrer, on n'est pas en partie, on fait ça correctement. Ok, tu entends là Clément? Ouais, là ça fait quand même pas mal. Hein. Ouais, bah, c'est exactement ce que j'ai eu en partie dès que j'ai voulu remettre une... Quand ça fuit vers le haut, c'est symptomatique d'une fuite de la valve de percussion. Une valve de percussion, soit HS, soit les joints qui sont HS. Dans tous les cas, on préconise toujours un changement de valve. Bon, écoute, moi je vais enlever la pression de ton chargeur en enlevant la cartouche.
Ça fait de la neige. Ça fait de la neige. Pourquoi je le prends aussi avec un torchon? Parce que la neige qui sort, c'est de la neige carbonique. Et ça te brûle les doigts. Ouais, donc vraiment faites attention. Très très attention. On vient dévisser complètement la cartouche une fois qu'on est sûr qu'il n'y a plus de gaz à l'intérieur. Et tu vois ce qui serait passé si j'aurais mis mes doigts? Ouais, effectivement, ça. Ouais. Donc voilà, on fait vraiment très attention avec ce genre de choses. On vient vérifier ici, il n'y a plus de pression, donc on peut appuyer sur la valve de percussion. On peut enlever la cartouche et du coup la jeter. On va donc procéder au changement de ta valve de percussion. Pour ce faire, on voit qu'il y a 2 petites encoches de chaque côté de la valve. C'est pas compliqué, on s'équipe d'une petite clé, c'est une clé de valve, comme son nom l'indique, qui va permettre, avec le gros côté, de changer les valves de percussion des répliques GBB, GBBR à gaz ou CO2. De l'autre côté, on a une plus petite clé qui va nous servir à enlever les valves de remplissage gaz. Donc ici, on va venir prendre le gros côté, on insère et un mouvement circulaire, comme si on venait dévisser, on vient extraire la valve de percussion et on va la changer. Alors parfois il faut s'aider de petits outils pour la pousser. On vient enlever les joints s'il y en a. Ici on voit qu'il n'y en a pas. On voit que ton joint ici il a pris un petit peu, donc je pense que ta fuite elle vient de là. Donc écoute, c'est pas grave, on va l'acheter. Hop, je vais récupérer la valve que je t'ai mise de ce côté là, ici. Voilà, une bonne petite valve toute neuve. Bon, tu vois ici le joint il est nickel. Ok, ouais. On va venir remplacer cette valve. Hop, on l'insère comme on l'a fait pour enlever la première. On vient donc revisser cette dernière. Ce qu'on peut faire une fois qu'on l'a fait, on va venir nourrir les joints à l'intérieur de la valve. Pour ça, spray siliconé, on va en mettre un tout petit peu ici. Voilà. Et avec la valve, on va venir ouvrir et fermer la valve. Le spray siliconé, il va couler à l'intérieur de la valve et il va venir nourrir les joints présents dans cette dernière. Donc, moi, ce que je fais, j'utilise ça, c'est plus rapide. On peut aussi utiliser des cartouches de CO2 lubrifiées pendant les parties, mais là, comme on n'est pas en partie, on fait ça à la main. On va ensuite venir mettre un petit coup, un tout petit, ici aussi. Voilà, pas beaucoup plus. La petite pince, hop, on va venir étaler le silicone partout sur le joint. Ça va le permettre de le nourrir. Maintenant, pour ce faire, on va voir si notre fuite est toujours présente. On va insérer une nouvelle capsule de CO2. Hop, on dévisse. On vient serrer la cartouche. Et dis donc, écoute. Ouais. Hop. Ah, j'entends rien. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Un silence religieux. Et bien, pour notre chargeur, on peut dire que c'est mission réussie. On a réparé la fuite. Bon, ce qu'il faut quand même retenir, c'est déjà de ne pas laisser ses consommables à l'intérieur du chargeur. Et également de penser à bien nourrir ses joints à l'aide du coup d'un spray siliconé, que ça soit la valve de percussion ou la valve, déjà elle s'appelle comment la deuxième? De perçage. De perçage. Et ben on passe sur le chargeur gaz si tu arrives également à trouver la panne et pouvoir la réparer. On va essayer. Allez, on va regarder ton chargeur gaz. Bah écoute, je vois que là aussi tu as laissé des billes. Même chose, je vais te répéter la même chose encore une fois, on ne laisse pas de consommables dans les chargeurs. Ici au niveau des billes, on va détendre le ressort. Ça va provoquer des misfeeds, donc misfeeds, des billes qui ne seront pas chambrées. Tu vas tirer à vide, tu toucheras personne et tu feras sortir et c'est pas agréable. Ouais, effectivement, vaut mieux que ça fonctionne correctement. Donc là on va faire la même chose, on va retirer les billes. Bon, et puisque tu avais aussi une fuite apparemment sur ce chargeur, je suppose qu'il n'est pas sous pression. Bah en tout cas moi je pouvais pas tirer. On va quand même vérifier et on voit que effectivement il n'y a plus de gaz. Afin de vérifier où la fuite se situe, que ce soit percussion, valve de remplissage ou même à la base du chargeur, ce qui peut arriver, on va venir le remplir de gaz. De souvenir ça fuyait par le bas. Et ben c'est ce qu'on va voir tout de suite. On met sa main bien loin. Et effectivement, donc tu vois, on voit que ça fuit par ici, hein, on a des traces de condensation, on voit que le gaz il sort par la valve. Là, deux choix s'offrent à nous. Bah, soit on commande une nouvelle valve, on attend et on la change complètement, soit, comme dans la majorité des cas, un simple resserrage suffit. J'espère que ce sera ce cas-là et que je ne serai pas obligé de racheter des pièces. Écoute, dans un premier temps, on va essayer de resserrer la valve. Donc pour ce faire, comme je t'ai expliqué tout à l'heure, on va prendre ce côté-là, qu'on va insérer dans le chargeur et on va visser. Alors, attention à ne pas trop serrer non plus, puisque les valves, c'est des valves en laiton, ça casse facilement. On serre jusqu'à ce que ça... Hop, tu vois, regarde, il vient de sortir, il vient de se lever tout seul. On a deux encoches là, qui correspondent aux deux encoches présentes ici. On serre jusqu'à ce que ça se soulève. Il faut pas serrer comme un bœuf. C'est le principe de la valve. Il faut pas serrer comme un bœuf, il faut juste serrer à raison. Une fois qu'on a serré à raison, on vient prendre le gaz. Et on croise les doigts. Et on croise les doigts, on va essayer. Tu entends ce doux son de rien du tout, hein? Comme le chargeur CO2, j'aime ce doux son. Voilà, et ben écoute, on a résolu ta panne sur ton chargeur gaz et sur ton chargeur CO2. Bah merci David, et puis du coup je note que encore une fois, il faut vraiment faire attention au niveau de ces joints, bien les nourrir correctement. Également qu'il n'est pas forcément toujours indispensable de changer des pièces et que des fois un simple serrage peut suffire. Comme expliqué tout à l'heure, une maintenance, ça s'effectue en vérifiant visuellement les pièces. Parfois il est nécessaire de nous-mêmes, joueurs, mettre un petit peu les mains dans le cambouis, serrer des
les valves, serrer quelques vis, venir graisser les pièces afin d'entretenir nos répliques et de les garder vraiment, j'insiste, dans la meilleure forme possible. Pour ce faire, on peut aussi s'aider, par exemple, lorsqu'on a des joints qui sont un peu secs, de gaz siliconé ou alors de cartouches, comme je t'expliquais tout à l'heure, de cartouches de CO2 siliconé. On va les utiliser en général soit en début, soit en fin de partie, mais raisonnablement parce qu'en général, ces gaz, que ce soit le CO2 ou le gaz, on va parler de gaz en général, mais ces gaz qui sont siliconés sont parfois un petit peu trop siliconés et ils vont avoir tendance à libérer du silicone vraiment dans tout le mécanisme, c'est-à-dire ça va venir même jusque dans le canon et dans la chambre au pop. Et là, le problème, c'est qu'on va perdre vraiment cet effet au pop. Donc, on le fait souvent en fin de partie pour nourrir ces joints. Comme ça, lors de l'entretien de la réplique, on va venir nettoyer et enlever tout ce qui reste en résidu dans nos répliques. Bah, je prends note de cette astuce pour les prochaines parties. Bon, écoute, on a fini avec les chargeurs. Moi, je te propose maintenant qu'on s'attaque au corps de la réplique. Bah, let's go. Nous allons donc passer à l'entretien de la réplique. Pour ce faire, rien de plus simple, le chargeur, on le met de côté puisqu'on s'en est déjà occupé. On commence par le nettoyage externe. Donc pour ce faire, rien de plus simple, un petit chiffon doux. On va venir frotter dans un premier temps pour enlever toutes les petites poussières, les petites traces de terre. Bon, ici on voit que tu en as pris soin quand même, plus ou moins, donc ça va être très succinct. On peut s'équiper d'un petit pinceau ou d'une brosse à dents. Moi je préfère personnellement la brosse à dents pour aller dans les interstices. Ici, bien au niveau des plaquettes par exemple, au niveau du grip ici. On peut aussi s'occuper des petites rainures au niveau de la sécurité, parfois des poussières, des petites branches, feuillages, ils viennent s'y glisser. Donc un petit coup de brosse à dents, ça fait pas de mal. Idem de l'autre côté, sur les 1911, la sécurité elle est ambidextre, donc on vient frotter. On peut venir frotter au niveau ici de la queue de castor, idem dans les rainures pour enlever les impuretés qui s'y sont glissées. Et enfin un petit coup à l'avant au niveau des rails, et nous voilà avec un externe nettoyé. Cette étape permet aussi éventuellement de vérifier que la réplique reste dans un état correct, de vérifier s'il y a des faiblesses au niveau de la structure de la réplique, qu'il n'y ait pas de casse ou autre. On va faire aussi ce qu'on appelle une inspection visuelle. Donc on en profite pour l'effectuer à ce moment-là. Bon, ici on voit que ta réplique est quasiment neuve. Tant mieux déjà qu'il n'y ait pas de casse au bout de quelques mois d'utilisation. Donc pour moi ici, on est tout bon. On va donc maintenant procéder au démontage de la réplique. Il y a plusieurs méthodes qui existent pour le démontage de répliques selon les différents types de plateformes de répliques de points existantes, soit les 1911, les Glock, plus particulièrement aussi les 5.7. Nous ici on va voir celle du 1911. Donc nous avons la réplique qui se présente comme ceci. On voit qu'à cet endroit-là nous avons le cran de l'arrêtoir de culasse et ici nous avons une petite demi-lune. Donc ce que nous allons faire dans un premier temps, c'est s'assurer que le chargeur de la réplique soit bien retiré. Nous ici, comme on a fait l'entretien du chargeur, on s'en est déjà occupé. On va venir reculer la culasse dans un premier temps jusqu'au bout, afin d'armer le marteau et de permettre à celui-ci de ne pas gêner la manipulation. On va ensuite venir maintenir la demi-lune sur le petit cran ici de l'arrêtoir de culasse. Alors parfois, soit avec un petit outil, soit à la main. Bon, nous ici on voit qu'on va avoir besoin du petit outil. On va venir pousser l'arrêtoir de culasse. On appuie et hop, il sort tout seul. Une fois qu'on l'a sorti, on peut relâcher la culasse tout doucement vers l'avant, lever l'arrêtoir de culasse, tirer la culasse en avant et on a donc séparé la culasse et le bas de la réplique, autrement dit la frame. Bah, merci David de m'avoir montré comment déjà séparer ma réplique, c'est quelque chose que j'avais pas encore fait. Est-ce qu'il serait possible de le montrer avec les autres répliques pour les personnes qui n'auraient pas le même modèle que moi? Bien sûr, tout à fait. Bon bah on va vous chercher les répliques pour vous montrer les autres manières de procéder. Voilà, donc comme expliqué tout à l'heure, on vous a ramené deux types de répliques différentes, c'est-à-dire un Glock et un 5.7. Donc on va voir comment les démonter en commençant par le Glock. Donc pour ce faire, rien de plus simple, comme tout à l'heure, comme j'ai expliqué, on va d'abord dans un premier temps retirer le chargeur, on va le mettre de côté. Donc sur les Glock, nous avons deux ergots présents de chaque côté de la réplique. Pour démonter la culasse, rien de plus simple, il suffit de se saisir des deux ergots, de les baisser, de reculer la culasse jusqu'au bout et de la laisser partir en avant tout en l'accompagnant avec la main. Et là, nous avons donc démonté la culasse et la frame. C'est encore plus simple que sur les 1911 là, les Glock. C'est encore plus simple. Et tu vas voir, le 5.7, une de mes répliques de points préférées. On va faire pareil. Nous allons donc retirer dans un premier temps le chargeur et le mettre de côté parce qu'on n'en a pas besoin. On voit qu'ici, il y a un petit bouton. Donc on va venir reculer la culasse comme tout à l'heure, prendre ce petit bouton, le pousser vers l'arrière, laisser la culasse revenir en avant et tu vois, elle commence déjà à sortir de son rail. On pousse en l'accompagnant et voilà, nous avons donc séparé la culasse de la frame du 5.7. Et là, avec ces exemples, on couvre quand même une grande partie des répliques de points. 99% des répliques de points, sauf cas spécifiques. Ok, bon bah comme ça, vous pouvez voir chez vous la manière en fonction de votre modèle pour accéder à l'interne. On passe donc à la suite. C'est parti.
Nous voilà de retour avec notre 1911. On va donc voir comment accéder au bloc canon. Donc pour ce faire, la frame, on va pas en avoir besoin tout de suite, donc on va pouvoir la mettre de côté. Et nous allons donc nous attarder sur la culasse. Comment accéder donc à l'ensemble bloc canon? Sur un 1911, c'est très simple. On va venir dans un premier temps enlever le spring guide. Donc le spring guide, on le pousse vers l'avant, on le retire avec son ressort. On va le mettre de côté. Donc on voit qu'il y a cette petite pièce cylindrique qui vient bloquer en fait ce qu'on appelle ici le barrel bushing. Donc on vient enlever cette petite pièce cylindrique. Sur ton modèle, on voit aussi qu'il y a un filetage. Donc on va venir aussi retirer ce filetage qui peut nous embêter. Ouais, bloqué entre guillemets. L'extraction du barrel bushing en l'occurrence. Donc on va le mettre de côté. Ce fameux barrel bushing, donc comme je t'expliquais, il vient maintenir cette petite pièce cylindrique qui vient maintenir le spring guide en position. Donc pour l'enlever, rien de plus simple. On va le tourner de 45 degrés. Ensuite, on va venir tirer dessus et hop, il s'enlève tout seul, tout simplement. Comme par magie. Il nous reste donc ensuite le canon externe ainsi que l'ensemble bloc hop-up canon. Pour l'enlever, rien de plus simple. On vient prendre le canon externe et on vient tirer dessus hop, en l'extrayant vers l'avant. Parfois, ça peut un petit peu bloquer ici, donc on s'assure que le bloc hop-up et le canon soient bien insérés dans le canon externe et on l'enlève. Pour avoir donc le canon externe et le bloc hop-up d'un côté et de l'autre, on va venir tirer dessus. Parfois, il y a cette petite pièce qui va risquer peut-être de poser problème. Sur certains modèles, cette petite pièce est en plastique et s'enlève à l'aide d'une vis. Nous ici, on voit qu'il n'y a pas de vis, il n'y a pas de solution, il va falloir forcer. Donc on va forcer modérément. Si on n'y arrive pas, on vient s'aider d'un petit tournevis pour venir tirer vers l'avant. Hop, notre canon externe de ce côté-là et notre ensemble bloc hop-up joint canon de l'autre côté. Attention lors du démontage de vos répliques. Certains modèles disposent de particularités. Par exemple, ici nous avons un 1911 de chez KWC. Pour atteindre le bloc hop-up, il va être nécessaire de tordre la petite ailette et de pousser le bloc en même temps vers le haut pour l'extraire. Donc là, hop, on retord un petit peu l'ailette vers le haut. Ensuite, on vient pousser le canon vers le bas pour que la goupille vienne embuter ici. On vient de l'autre côté avec notre tournevis plat. On va faire levier et hop, on recule. Une fois que la goupille a disparu sous l'ailette qu'on ne la voit plus, un petit marteau et on vient taper ici, à cet endroit-là. Voilà, on a réussi à extraire notre ensemble bloc, canon et joint du canon externe. Pour le réassemblage, rien de plus simple. On vient replacer tout l'ensemble comme ceci en faisant attention à la petite goupille et on vient taper pour refixer tout à l'intérieur. Lorsque vous voudrez remonter votre réplique entièrement, nul besoin de redresser cette petite pièce. Cela ne gênera en rien dans le cycle de la réplique. Bon bah c'est tout bon. Maintenant on va passer à quoi? Nous allons donc maintenant passer au nettoyage du canon et l'inspection et peut-être le changement de ton joint hop-up. On va voir ça. Avant de procéder au nettoyage du canon, on va venir s'assurer que notre joint hop-up est remis à zéro. Là je vois que David, il y a une flèche pour nous indiquer le sens, mais je sais que sur certains modèles, il n'y a pas la flèche. Donc comment on fait pour savoir quand notre hop-up est à zéro? Rien de plus simple. Une fois qu'on a extrait l'ensemble, on va venir regarder dans le canon et tourner la molette dans un sens ou de l'autre. Si la molette est tournée à fond dans un sens et qu'on voit la petite bosse du joint hop-up. Alors ouais, effectivement, il y a une bosse au-dessus qui est vraiment bien visible. Donc si la molette est tournée dans un sens à fond et qu'on voit cette petite bosse, c'est que le hop-up est à fond. On vient naturellement dans l'autre sens afin de régler le hop-up vers le bas et on voit qu'il y a toujours un petit appui présent, mais qu'il est beaucoup moins prononcé que tout à l'heure. Effectivement, là c'est quand même beaucoup moins important que tout à l'heure où il était à fond. Voilà, donc nous avons donc remis notre hop-up à zéro. Le joint hop-up est forcément à remettre à zéro en chaque fin de partie, et ce pourquoi? Afin d'éviter la déformation, l'usure prématurée ou une déchirure du joint. On va donc procéder au nettoyage de ce dernier. Pour ce faire, petite tige de débourrage donc ici présente ou petit kit que j'amène partout et qui me sert vraiment sur tous les terrains. Quand j'ai un petit souci de bourrage canon ou quand je vois que mes performances sont pas très optimales, donc on s'équipe de ce petit kit, on vient insérer dans le canon et nous allons donc effectuer un mouvement de va-et-vient avec une rotation. Dès qu'on sent que ça force un petit peu, c'est qu'on est arrivé au bout, faut pas aller plus loin afin d'éviter de déchirer le joint hop-up. Si jamais la peur de déchirer le joint hop-up nous empare, ce qu'on peut faire, c'est venir mesurer où arrive le joint, poser la tige de débourrage dessus et venir apposer un petit bout de scotch de couleur afin de ne pas dépasser cette distance. Là, on est sûr à 100% d'avoir un nettoyage optimal et de ne pas abîmer le joint hop-up. C'est pas bête comme astuce. Donc hop, on va, ici ça force, donc pas plus loin, hop là, on voit que c'était quand même un petit peu sale, hein. Ah ouais, j'ai un peu joué avec, même si ça fait pas si longtemps. Et là, on voit que ton canon, en fait, il brille, on pourrait se voir dedans, c'est un miroir. Je sais pas si on voit la différence par rapport à tout à l'heure, mais j'arrive pas. Il y a des reflets, hein. Voilà, donc on a donc nettoyé notre ensemble canon. Nous allons procéder maintenant au changement du joint hop-up. Pour y accéder, rien de plus simple, sur ce bloc-ci, on voit qu'il y a deux petites vis. Bon, on vérifie qu'il n'y a rien d'autre. Parfois, les petites goupilles peuvent se cacher. Ici, on voit vraiment qu'il y a uniquement ces deux vis-là. Donc, petit tournevis cruciforme adapté à la taille des vis et on vient les desserrer. Alors, parfois, les vis, comme ici, il y a du frein filé dessus. On fait très attention à ne pas abîmer la tête de la vis parce que si on l'abîme, on ne pourra pas la retirer. Donc, on effectue une pression assez forte pour pouvoir venir retirer et dévisser cette vis. Hop.
Et comme tu vois, il y avait un petit bout de frein filé dessus. Donc on va la mettre de côté pour pas la perdre, elles sont toutes petites. On vient extraire la seconde. Elle est costaud celle-là, on est bon. On peut maintenant séparer le bloc hop-up en deux parties. Il y a une partie haute, une partie basse, enfin une partie droite, une partie gauche, tout dépend du point de vue. Moi, toujours équipé de mon petit outil recourbé, hop, on vient glisser en dessous pour séparer et on lève. Tada! On voit donc les différentes parties qui composent notre ensemble hop-up. On va donc les nommer afin de pouvoir se les rappeler. Nous avons donc ici la roulette de réglage hop-up. Nous avons ici cette petite partie métallique qui vient appuyer sur le joint, ce qui va se nommer la patte d'appui. Donc on va la retirer en même temps. Hop. Nous avons donc ici notre joint hop-up, notre canon et ici la seconde partie du bloc hop-up. Donc on n'est pas obligé de démonter la roulette, on peut la laisser dessus. Hop, on vient juste en soulevant séparer le canon et le joint et on va faire un petit check visuel de ton joint en externe et on voit que, eh bien, malheureusement, comme tu l'as laissé régler un petit peu trop longtemps, qui s'affaisse à cet endroit là il est affaissé. Donc on va procéder à son changement. Pour ce faire, il faut faire attention puisque tous les GBB ne disposent pas du même joint. Ici nous sommes donc sur un joint de type VSR10. Il est primordial lors de l'achat de votre GBB de vous renseigner sur le type de joint dont dispose cette dernière afin que, si besoin est, choisir les bons produits pour pouvoir upgrader ou changer les pièces si besoin. Mais du coup, c'est pas compatible à EG, avec les joints EG standards qu'on retrouve... Alors, non. En sortie de boîte, il n'y aura pas de GBB à ma connaissance, dont les joints seront compatibles à EG. Ce seront toujours des joints spécifiques. Ok, donc faites bien attention. Donc ici, ce petit joint, on va donc l'extraire et on va regarder son anatomie. On va l'essuyer pour éviter de mettre du gras partout. Comment reconnaître un joint type VSR10 pour GBB? Ces joints disposent toujours d'une petite ailette sur le côté. Ils ont une forme vraiment très spécifique, tu vois. Donc ils ont vraiment cette forme spécifique et c'est à ça qu'on les reconnaît. Donc on les retrouve aussi dans les répliques Bolt de Sniper sur certains modèles. Donc ce sont des joints au standard Tokyo Marui puisque c'est Tokyo Marui l'inventeur du hop-up. Donc nous allons procéder au changement de ce joint par un joint du même type. Dans les répliques de type GBB, nous conseillons toujours l'utilisation de joints 50 degrés du fait de la faible puissance de ces dernières. De plus, l'utilisation de billes de 0,23 et 0,25 est souvent conseillée afin d'avoir une portée, une trajectoire optimale. 50 degrés, c'est pour exprimer la dureté du joint. Effectivement, voilà. 50 degrés, ce sera un joint qui sera relativement mou et souple et permettra une bonne lévitation des billes. Pour le changement du joint, nous allons donc prendre un joint similaire, c'est-à-dire un joint type VSR10 à la dureté de 50 degrés. Je vois que tu en as un juste ici, je me permets de te le prendre. J'avais pris au cas où, ouais. Donc tout neuf, tout beau. Pour le changement, on va faire comme pour un AEG standard, c'est-à-dire on va prendre d'abord le canon et le nettoyer des impuretés qui se trouvaient où il y avait le joint. Il y a un petit peu de gras, il y a pas mal de petites choses. Donc hop, un petit coup de chiffon sec. On remet un petit coup d'œil à l'intérieur afin de vérifier qu'il n'y ait pas d'impureté qui se soit faufilé dedans. Ça peut toujours arriver même si on l'a nettoyé. Donc ici, on n'a pas de problème. On voit que sur notre canon GBB, nous avons aussi cette rainure comme sur les joints AEG. Eh bien, nous allons venir regarder dans notre joint GBB et on voit que la rainure est aussi présente. Elle est très légère, elle est plus légère que sur les AEG. Donc comme pour les AEG, on va venir insérer le joint dans le canon en suivant la rainure. Donc ici, pas besoin d'ajouter de gras pour le faire coulisser puisque ces joints sont tellement souples qu'ils rentrent tout seuls. Ouais, nickel. Donc on vérifie bien l'alignement du bourrelet d'appui avec l'ouverture de la chambre du canon. Donc ici, on est vraiment pas mal. On va donc maintenant procéder au remontage du bloc hop-up. Rien de plus simple, on suit les étapes du démontage à l'envers. C'est-à-dire, on va venir réinsérer le canon et le joint. Donc on voit que la petite fente ici correspond avec la fente du joint. On la met dedans et tout naturellement, ça vient se glisser. Aucun souci à ce côté-là. La petite patte d'appui. Donc cette petite patte d'appui, nous avons cette partie-là donc qui vient appuyer sur le joint. Elle va venir se retrouver sur le dessus. Nous avons ensuite la petite partie ici qui va venir se ficher dans la roulette de réglage du hop-up et c'est elle qui, en tournant, va monter ou descendre la patte d'appui. Donc appuyer plus ou moins sur le joint. Effectivement, donc rien de plus simple. On met toujours la patte d'appui dans le réglage 0, c'est-à-dire sans appui. On vient glisser le haut de la patte d'appui et la petite queue qui dépasse dans la roulette de réglage. Hop, on la glisse à l'intérieur. On vérifie que c'est bien à 0. Si besoin, on réaligne. Ici, on voit qu'il n'y a pas trop besoin. On vient prendre la partie haute du bloc et on la pose dessus. Attention, parfois, quand il y a des petites flèches comme ça gêne et on voit que ça ferme pas bien la chambre. Donc, on va venir repousser un petit peu et hop, et on s'assure que tout soit en place. Une fois qu'on a fait ça, eh bien, comme tout à l'heure, on reprend les petites vis et on vient les insérer dans le bloc et on les serre. Il n'est pas nécessaire de remettre du frein filé. Un serrage modéré suffit amplement. Ce sera du coup plus facile aussi à redémonter une prochaine fois. Exactement, ça évitera qu'on abîme les têtes de vis. Vu la taille de ces dernières, c'est assez compliqué de se fournir des équivalents. Hop, et nous voilà donc avec un ensemble bloc hop-up, canon, joint, tout propre, tout neuf. Une bonne chose de faite, merci David. Du coup, j'aurai à nouveau des performances optimales en tout cas vis-à-vis de l'effet hop-up. Effectivement, donc maintenant nous allons mettre tout ça de côté.
Maintenant qu'on s'est occupé donc de notre bloc hop-up, on va venir s'occuper des éléments à nettoyer puis à regresser. En commençant par la culasse. Il y a beaucoup de choses à dire sur les culasses. Donc dans un premier temps, nous allons venir démonter ici notre nozzle et notre piston afin de les nettoyer et de vérifier l'état du joint qui est présent à l'intérieur. Pour ce faire, on va venir le démonter et checker son état. Et du coup, ça sert à quoi cette partie-là, David? Donc cette partie-là, en fait, c'est là où va venir le gaz, qui dans un premier temps va venir propulser la bille, ensuite faire reculer tout l'ensemble de la culasse pour venir réarmer une seconde bille et continuer le cycle en semi-auto. Ouais, bah, le nozzle, c'est comme sur un AEG qui sert à chambrer la prochaine bille et en même temps la propulser. Exactement. Avec le mode de propulsion de la réplique. Exactement, donc on va venir démonter tout cet ensemble. Sur un 1911, dans la plupart des cas, il va y avoir une vis à retirer à l'arrière qui se situe ici. Parfois c'est une petite vis, parfois ce sont des petites goupilles. Donc nous on voit que c'est une vis avec une clé 6 pans. Donc on va prendre une clé de 2. On vient dévisser la vis, costaud aussi cette dernière. Ils ont peut-être mis du frein filet également sur celle-ci. Et bien c'est ce qu'on va vérifier tout de suite. Donc encore une fois, il faut vraiment faire attention quand on dévisse les vis qui sont collées au frein filet, de ne pas abîmer les têtes de ces dernières, sinon l'extraction sera vraiment difficile et je ne parle pas de retrouver une vis de cette taille là. Donc on voit effectivement par contre qu'il y a eu du frein filet. On va venir la prendre et la nettoyer un petit peu pour enlever les résidus qui sont dessus. On peut enlever le plus gros, ça sert à rien d'aller vraiment dans les détails à ce niveau là. Donc on va la mettre de côté. On va venir ensuite vérifier, donc je vois ici qu'il y a une petite vis. Par acquis de conscience, je vais venir la dévisser et vérifier par la même occasion qu'elle ne retient pas le blowback housing et on voit que ça descend. Donc si elle le retenait, hop, voilà, donc notre blowback housing est descendu. Donc toujours faire des premiers tests et si on voit que ça vient pas, on vient regarder vraiment autour de cette culasse afin de vérifier qu'aucun autre moyen de retenue n'est présent. Donc hop, on va venir enlever cette petite vis si elle veut bien partir afin de ne pas la perdre, pouvoir la garder de côté. Hop, on vient la mettre avec sa copine. On a donc démonté notre blowback housing, on vérifie que rien ne reste à l'intérieur de la culasse et on va la mettre de côté dans un premier temps. Alors, faire très attention, dans le blowback housing, en fait, il y a plusieurs pièces. On appelle ça un blowback housing, mais c'est l'ensemble qui va nous intéresser ici. Nous avons donc le petit ressort de rappel de nozzle. Attention, ces ressorts, tu peux le voir, sont très volatiles, mais sont surtout très fragiles. Il faut faire attention à ne pas les pincer, à ne pas les tordre, parce que si on les tord, et bien après, on est bon pour essayer de s'en reprocurer un nouveau. Donc on va le mettre de côté très précautionneusement. Notre blowback housing qui, en fait, est juste cette pièce ici en métal. Le blowback housing contient le nozzle, le piston, le ressort. Donc c'est ce qui permet de maintenir l'ensemble en fait. Effectivement. Pour séparer l'ensemble, rien de plus simple, on vient prendre le nozzle, on le tire vers l'avant, on voit qu'il bloque tout simplement puisqu'il y a une petite pièce ici. Donc Ouais, je la vois. c'est une petite cale qui va venir maintenir le ressort de rappel du nozzle en place. On vient juste reculer un tout petit peu et basculer le nozzle vers l'avant. Le nozzle sort tout seul. Donc le nozzle est composé de plusieurs choses. Donc on voit qu'il y a une petite goupille qui traverse l'ensemble. Donc ici il y a un sens de démontage si jamais vous voulez la démonter. La grosse partie sort en premier, donc on va venir taper à l'arrière. Dans ce nozzle, il y a en bleu une roquette valve. Cette roquette valve est montée sur un petit ressort à l'intérieur. Ici, aucun joint n'est présent. On va juste effectuer une inspection visuelle afin de vérifier l'intégrité du nozzle. C'est tout ce qu'on aura à faire. Donc on check. À la limite, on peut venir avec un petit tournevis vérifier que la roquette valve, je vais y arriver, bouge bien. Ici, ok. Et de l'autre côté, ok. Tu la vois bouger? Ouais, si, je vois. Voilà, donc ici on n'a pas de casse, pas la peine de venir démonter ni de toucher à ces petites pièces, donc on va le mettre de côté. Notre blowback housing contient donc le corps du piston et ici une tête de piston avec un joint. L'entretien principal ici, ça va être l'entretien du joint ici, qui est en caoutchouc. Et qui permet du coup de faire l'étanchéité de cette partie. Effectivement, c'est une pièce très importante, donc à ne pas négliger, surtout au niveau de l'entretien, ne pas négliger du tout. On voit qu'il y a une vis cruciforme qu'on va venir retirer afin d'accéder à cette tête de piston. Parfois, il se peut que cette vis soit aussi maintenue à l'aide de freins filets. Donc, comme tout à l'heure, on fait extrêmement attention lorsqu'on veut extraire cette dernière. Hop, ici, on va venir la mettre de côté et on va venir donc retirer la tête de piston à l'aide d'un petit outil. Hop, toujours mon outil recourbé, mon outil fétiche et s'assurer du coup de l'intégrité de cette dernière et l'état de surface du joint. On voit ici qu'il est quand même un petit peu sec, c'est pas fifou. Donc, ce qu'on va faire, on va extraire ce joint et le mettre à tremper dans de l'huile de silicone. Donc, l'huile de silicone, c'est expressément recommandé pour tout ce qui est joint. Un joint en silicone, joint en caoutchouc. Ça va permettre au joint de le nourrir, de le regonfler un petit peu et du coup de lui redonner une seconde jeunesse, une seconde vie afin de permettre une étanchéité optimale au niveau du nozzle. C'est pour les pièces en caoutchouc, ça peut s'appliquer également pour les valves. Exactement, pour les valves, on peut les mettre donc à l'intérieur des valves ici et venir appuyer sur la valve de percussion afin que le silicone coule à l'intérieur de cette valve ou encore sur les chargeurs gaz au niveau de la valve de remplissage du gaz. Nous allons donc maintenant procéder à l'extraction de ce petit joint en caoutchouc. Donc là on voit que il est juste posé dessus, donc pour l'enlever, hop, on vient tirer dessus. Si on n'y arrive pas,
toujours le petit outil qui va bien. Donc j'utilise un outil qui coupe, on fait attention à pas déjà se couper les mains et ensuite couper le joint. Hop, comme ça et comme ça. Donc voilà, on l'a extrait. On va donc maintenant, ce qu'on appelle procéder à l'hydratation de ce joint. Pour ça, rien de plus simple, on se munit d'une petite coupelle propre, sans résidus à l'intérieur. On vient y placer le joint, on vient lui appliquer du spray siliconé généreusement. Hop, ça suffit. Donc du coup, David, pourquoi tu fais ça? Alors, pourquoi je fais ça? Dans un premier temps, tu vois, donc le nourrissage du joint, ici, il en avait vraiment besoin, parce que les petites bulles sont en train d'apparaître, ça veut dire que le joint est en train de boire le produit. Et pourquoi je fais cette méthode-là? Une autre méthode existe, qui consiste juste à venir avancer le nozzle, prendre de spray siliconé et venir sprayer à l'intérieur de ces derniers. Donc, on va avoir forcément notre joint qui aura du spray silicone à l'intérieur, mais on va aussi avoir du silicone à l'intérieur de notre nozzle, et lorsqu'on va venir remonter la réplique et tirer, on va avoir du spray silicone qui va se répandre partout à l'intérieur du canon du bloc hop-up. Ce qui fait que le nettoyage que nous avons effectué juste avant ne servira à rien. Ouais, faut mieux éviter quand même. Un joint gras, c'est un joint qui ne fonctionne pas. Donc pas d'effet hop-up pour la bille. Effectivement. De plus, le gras ne va pas seulement dans le joint hop-up, mais il va aussi dans le canon. Ce qui peut, on va dire, encrasser le canon et va nécessiter encore un nettoyage. Ouais, donc ça influencera sur les performances de ta réplique également avec le canon qui est encrassé. Effectivement, donc tant qu'on est sur un démontage, autant procéder à un démontage correct et complet de l'ensemble. Donc on va venir effectuer un check visuel, ce qui va nous permettre aussi de nous assurer de la bonne tenue des pièces qui composent notre réplique. On va donc le laisser boire le silicone de son côté. Nous allons maintenant nous attaquer au nettoyage de la culasse, mais aussi le nettoyage et le graissage de la frame. Ça en fait des choses, hein. Ça en fait des choses. Avant tout, il va falloir penser à s'équiper pour bien se protéger. Du coup, on a besoin de quoi? Une paire de gants et un petit tablier. Bah, je te laisse prendre tout ça. Allez, c'est parti. Me voilà maintenant tout équipé, on va donc procéder au nettoyage. Donc, je suis revenu avec ma petite poubelle pour pouvoir éviter d'en mettre partout. Attends, je vais m'écarter aussi pour éviter d'en prendre. Surtout ça. On s'équipe donc de notre spray nettoyant. Donc, au niveau de la culasse, on va venir pulvériser généreusement à l'intérieur et insister un petit peu sur les glissières. Si besoin, on s'équipe d'une petite brosse à dents pour venir nettoyer les interstices. Comme c'est un produit solvant, il se peut qu'il vienne sécher tout seul. Donc on va vite se dépêcher à retirer toutes les petites impuretés et venir passer un coup de chiffon sur l'extérieur de la culasse ainsi qu'à l'intérieur. Hop, donc notre culasse est toute propre, toute sèche. Donc on va venir la mettre de côté. Pour la frame, le même procédé s'impose. On fait juste attention à ne pas trop pulvériser de produit sur les parties en plastique. On peut soit les démonter, soit vraiment juste venir pulvériser ici en faisant attention. Dans notre cas, pas vraiment besoin de les démonter. On va venir sprayer l'avant de la réplique ainsi que les glissières. Il va être parfois nécessaire de venir sprayer à l'intérieur du bloc marteau. Pour ça, rien de plus simple. Une fois que c'est fait, toujours avec notre petite brosse à dents, on vient frotter les glissières, s'assurer que toutes les impuretés soient éliminées au brossage. On peut venir aussi frotter un petit peu l'intérieur et au niveau du percuteur ici, toujours dans le même optique de pouvoir enlever toutes les impuretés présentes et d'éviter un blocage de mécanisme qui peut engendrer des incidents de tir. Ça serait bien d'éviter, hein. Ici, on voit que c'est assez propre. On va quand même venir repasser un tout petit coup à l'intérieur ici et à l'intérieur du bloc marteau en s'assurant que ça coule bien. On va venir ensuite essuyer le tout. Donc la même, hein, comme c'est un produit solvant, le produit a tendance à sécher tout seul. Malgré tout, un petit coup de chiffon, ça évite que ça laisse des grosses traces blanches sur les produits. Voilà. Et nous avons donc notre frame propre et prête à être graissée. Je me déséquipe et on voit le graissage. Et voilà, je me suis donc déséquipé. Nous allons maintenant procéder au graissage complet de la frame, au remontage de l'ensemble blowback housing et le remontage complet de la réplique. Il nous reste quand même quelques parties à faire, hein. Quelques parties à faire effectivement. Donc le spray dégraissant, on n'en a plus besoin. On va donc s'attarder sur la frame. Au niveau du graissage, nous allons donc graisser les glissières ainsi que le bloc marteau ici présent. Il est parfois nécessaire aussi de graisser le bloc détente quand il y en a un. Ici on voit juste que c'est une simple détente avec une petite tige, donc pas besoin dans notre cas. Pour ce faire, nous allons donc utiliser un petit pinceau ainsi que de la graisse au lithium. Cette dernière servira pour les parties métalliques qui sont en mouvement, permettant un cycle plus fluide de la réplique. Il y a vraiment une grosse différence entre une réplique qui est graissée et une un peu moins graissée en termes de... Eh bien, je vais te montrer ça tout de suite. Donc ici, on a un Glock qui traîne depuis quelques temps, qui n'a pas été entretenu et tu entends comment que ça gratte. On entend bien les parties métalliques en tout Et cas. on voit que c'est assez dur à armer. Ici, j'ai une réplique que j'ai entretenue récemment. Et regarde, tout seul. On sent aussi que le bruit n'est pas le même. Effectivement, bon, on a une culasse polymère, mais
On n'a aucune gêne en termes de glissement, de mouvement. On ne sent pas de rétention. Voilà, ici c'est une réplique qui est parfaitement entretenue. Encore une fois, ça permet de montrer l'importance de bien graisser sa réplique pour avoir des performances optimales et un cycle parfait. Et ça, dès la sortie de boîte, c'est vraiment primordial. Ensuite, on va donc venir appliquer de la graisse dans le bloc détente, mais comme on voit, l'espace est très restreint. Ouais, c'est pas facile d'accès. Donc, avec le pinceau, pas une bonne idée. Nous, ce qu'on va utiliser ici, c'est ce petit lubrifiant-là, un spray PTFE. Donc, avec la petite tige, là, il va nous permettre d'aller dans les interstices du bloc marteau et de pouvoir lubrifier tout l'ensemble afin d'avoir aucune résistance à cet endroit-là. Donc, pour ce faire, rien de plus simple, on vient prendre un petit chiffon et on va venir s'occuper de notre bloc marteau. Donc, le petit chiffon, c'est pour éviter que la graisse en mette partout sur la table. Donc, garder notre espace de travail propre. Donc, on vient s'équiper de notre spray. Ces petits sprays sont souvent fournis donc avec cette petite tige qui est bien pratique pour aller dans tous les recoins. Donc, on vient la fixer sur le bec du bouchon. Avec notre petite poubelle, on s'assure du bon fonctionnement du spray et on va venir pulvériser gentiment, pas trop, dans le bloc détente et le faire fonctionner. En le faisant fonctionner, la graisse va aller partout et là, c'est ce qu'on veut. Hop, on va remettre un tout petit peu à cet endroit-là. Voilà, on vient faire fonctionner 4-5 fois. Nous voilà donc avec notre bloc marteau graissé. Maintenant, on va venir graisser les rails, ici présents, avec notre graisse au lithium. Donc encore une fois, la graisse au lithium, c'est vraiment un must-have pour tout airsofter qui souhaite bricoler ses GBB et AEG. C'est vrai que c'est pas la première fois que tu m'en parles dans d'autres vidéos. À chaque fois, la graisse lithium revient quand même assez régulièrement. On s'en sert quasiment partout. Donc on vient en prendre un petit peu sur le pinceau. On va venir en appliquer sur le dessus des rails. Si on en met un peu trop, c'est pas grave. On va venir le retirer par la suite. Donc on ne néglige surtout pas cette partie. Et on va venir aussi en mettre à l'intérieur des rails, ici présent. Encore une fois, faut pas avoir peur d'en mettre. Il y en a un peu de trop, c'est pas grave. De ce côté-là, c'est fait. On va venir faire l'autre côté. Là, c'était vraiment un petit peu de trop là par contre. Hop, et voilà. Donc ça, on va le mettre de côté. On a donc regraissé notre frame complète. On va venir maintenant s'attaquer à la culasse. Donc on va la poser comme ceci. On va venir maintenant s'occuper de notre culasse. On va donc remonter l'ensemble blowback housing, piston et nozzle. Donc on vient prendre notre blowback housing, on vérifie qu'il soit pas trop sale. Le cas échéant, un petit coup de chiffon, ça suffit largement. Ici, la petite pièce où il y avait notre joint, on va venir l'essuyer aussi. Et on va venir replacer notre joint qui a eu le temps de bien boire. Donc on voit qu'il y a vraiment un excédent d'huile silicone. Donc on va venir l'essuyer en surface uniquement. Hein. C'est pas la peine d'effectuer un nettoyage super agressif. Donc on va venir récupérer notre joint et le replacer. Donc soit la main, soit la pince. Ici, comme j'ai eu un petit peu de mal tout à l'heure à l'enlever, on va venir le replacer à la main. Hop. Donc on s'assure que le joint soit bien placé correctement. Ici, je dois revenir appuyer un petit peu afin de le placer dans le rail. Hop. Si on a les doigts un petit peu gras, c'est pas grave, on les essuie. Et si avec nos doigts on a enlevé la graisse, c'est pas grave, on vient prendre et on en remet un petit peu autour. On va maintenant remonter la tête de piston sur le piston. Hop. Hop, on va serrer à raison, pas trop non plus, afin de ne pas foirer le pas de vis. Nous voilà donc maintenant avec notre piston remonté. Il ne nous manque plus qu'à réinstaller notre blowback housing dans notre culasse. Pour ça, rien de plus simple, on va s'équiper de la culasse. Alors là, deux méthodes, puisque ce petit ressort, comme je t'expliquais, il s'amuse souvent à sauter. On peut vraiment le bloquer ici en rajoutant vraiment un peu plus de graisse de ce côté-là afin de le maintenir en position. Ensuite, pouvoir l'appliquer en le retournant. Ou alors, si on n'a pas envie de mettre de la graisse, qui est aussi faisable, on va venir poser la culasse sur le dessus, venir faire pivoter tout doucement et venir plaquer tout de suite le blowback housing. Et on voit qu'il est en place. Hop, maintenant ce qu'il nous reste à faire, c'est à le maintenir. Donc on va venir prendre la petite vis qui était sur la hausse et on vient sécuriser l'emplacement sans trop serrer. On ne veut pas le serrer à fond lui parce qu'on va venir d'abord insérer la vis qui est située à l'arrière. Donc on prend cette petite vis, la clé Allen qui va bien et on vient serrer cette dernière. Hop, donc encore une fois, il faut que ça soit serré, mais pas serré trop fort. Donc on vient avec le petit côté et on vient finaliser le serrage de la vis. On vient finaliser celui en haut. Hop, on vérifie maintenant avec notre main que le nozzle coulisse bien. Et là, tu vois, c'est quand même beaucoup plus fluide. voilà, je te promets que tu vas avoir des cycles ultra fluides et ultra rapides. On va donc maintenant réassembler l'entièreté de la culasse avec tous les éléments qui la composent. Donc, canon externe qu'on vient remettre par l'avant. On le fait glisser et on s'assure qu'il soit bien en place comme ceci. On vient remettre le barrel bushing qui va venir sur le canon en lui faisant faire son petit quart de tour. Donc cette petite pièce où vient le ressort du spring guide, on vient l'insérer et faire coïncider avec la demi-lune du barrel bushing sans qu'elle se sauve. Comme ça, on s'assure qu'on est bien aligné. On vient ensuite remettre le spring guide et le ressort de rappel. Hop, on finalise avec le protège filetage.
Et voilà la culasse remontée. Ça m'a l'air tout bon. Une dernière petite chose à faire, on va quand même rajouter un petit peu de graisse dans les rails, vraiment très légèrement, et vraiment juste à cet endroit-là. Il n'y a pas besoin d'aller jusqu'au bout puisqu'on a déjà graissé tout à l'heure les rails de notre frame. Je vais en mettre un petit peu ici puisque c'est l'endroit où le marteau va venir frotter. On peut en rajouter également sur les points de friction pour éviter une usure prématurée. On peut aussi rajouter un tout petit peu de graisse sur le ressort du spring guide. Ça va permettre à lui aussi de fluidifier son mouvement. Hop, un petit peu là, un petit peu là. On badigeonne, on étale généreusement, mais on l'étale. On va mettre le pinceau de côté et nous allons donc maintenant pouvoir passer au réassemblage complet de la réplique. On s'équipe donc de notre frame précédemment graissé. On s'assure bien que le marteau soit en position armée afin de ne pas gêner la réintroduction de la culasse sur la frame. On vient aligner les rails de la frame avec les emplacements sur la culasse. On fait coulisser jusqu'à rencontrer ici une première petite friction. Donc on vient tapoter pour mettre la culasse à l'intérieur. On vient s'assurer ici que le mouvement ne bloque pas. On vient réaligner donc la demi-lune ici et on va venir réinsérer l'arrêtoir de culasse. Alors parfois ça demandait un petit peu de jeu, un petit peu de mouvement. Le petit ergot ici présent, donc parfois il peut gêner. Donc là moi ce qui est le cas ici, il me gêne un petit peu pour refermer. Donc ce que je vais faire avec un petit outil, on va venir le plaquer, hop, on le relâche et avec son doigt on vient appuyer sur l'arrêtoir de culasse. On relâche, on s'assure que le mouvement fonctionne bien, que la culasse est bien retenue. On vient essuyer ici le petit excédent de graisse à l'arrière pour éviter de s'en mettre partout sur les vêtements, sur les mains. On s'assure qu'aucun excédent non plus ne sort au niveau de la culasse. S'il y en a, comme c'est le cas ici, on vient essuyer avec le chiffon. On vient réinsérer le chargeur afin de vérifier que tout est bien aligné. On va refaire quelques mouvements de culasse pour s'assurer que l'arrêtoir de culasse arrête bien la culasse. Donc ici c'est le cas, on vient le relâcher et ici on voit que le mouvement est vraiment fluide. Pas de billes, pas de gaz, on vient retirer le chargeur et rebalancer le marteau vers l'avant. Et voilà Clem, donc ta réplique est maintenant entretenue. Avant de te la redonner, on va aller faire quelques tests chronie afin de vérifier le fonctionnement de ta réplique qui soit optimal. Et on va aussi s'amuser à vider quelques chargeurs afin d'effectuer le rodage du joint pop pour qu'il puisse prendre la forme nécessaire et ainsi effectuer son travail qui est de lever la bille correctement. Et bah allons faire ça. Donc du coup, on se retrouve au stand de tir. Quelles sont les étapes qu'on va effectuer, David? Écoute Clem, là on va effectuer des petits tests de tir afin de vérifier le fonctionnement et le cycle de la réplique puisqu'on l'a démontée entièrement et qu'on effectue un entretien complet de cette dernière. On va aussi pouvoir en profiter pour faire un petit rodage du joint au pop en tirant quelques chargeurs dans la cible qui se trouve au fond là-bas. On va ensuite pouvoir passer au chronie et vérifier la puissance de la réplique ainsi que la régularité des tirs. Et ben on est parti. C'est parti. Avant tout, on s'équipe de nos lunettes. Bien sûr. On équipe le chargeur, on arme la réplique. Hop, sécurité. Et bien écoute Clem, on peut voir que la réplique cycle et fonctionne correctement. Le hop-up pour le moment fait très bien son effet. Donc ce que je te propose c'est qu'on passe tout de suite au test chronie afin de vérifier la puissance et la régularité des tirs. Et ben allons voir ça. Nous voici donc au chronie pour le test bille de jeu en 0,25. C'est parti. Donc là on se retrouve après nos tests chronie. On voit qu'au niveau de la puissance on est aux alentours d'1 joule, ce qu'on attend d'une réplique de ce type là. En termes de régularité on voit qu'on est vraiment pas mal et là je pense que c'est tout bon. Et ben nickel, on va pouvoir se retrouver dans le studio vidéo pour la conclusion. Nous voilà donc en sortie de test et on peut voir que la réplique fonctionne maintenant à merveille. Il ne te reste plus Clément qu'à arpenter les terrains et à outer le maximum d'adversaires. Ce qu'il faut retenir de ce tuto, c'est que l'entretien d'un GBB s'effectue dès la sortie de boîte et régulièrement au cours de l'utilisation de cette dernière. Bah merci beaucoup David pour ton temps afin de remettre en état mon GBB et toutes les astuces que tu as pu donner. Si vous souhaitez en voir davantage, on a créé une série de vidéos sur l'entretien de nos répliques, que ce soit les GBB, les AEG, les Bolt ou les GBBR. Et d'ailleurs, encore merci à vous d'être de plus en plus nombreux à suivre nos aventures. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner pour être au courant des prochaines sorties. Sur ce, bonne continuation à tous et restez connectés avec la Team DG. Déstockage Games. C'est bon, maintenant je suis fin prêt, je vais tous les avoir. Je vais me faire tuer par David.